Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Réserve de première nécessité, le Royaume du Maroc renforce sa résilience face aux catastrophes. Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles pour un avenir plus sûr. Donald Trump dans le Golfe, affaires et paix, quelle doctrine à l'épreuve des réalités au Moyen-Orient? Au Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a récemment inauguré une plateforme nationale dédiée à la gestion des catastrophes naturelles et des situations d'urgence. Cette initiative ambitieuse a pour objectif de sécuriser les approvisionnements essentiels en denrées alimentaires, en médicaments ainsi qu'en énergie, afin de renforcer la préparation du pays face aux crises potentielles. Anticipant les aléas futurs, qu'ils soient d'origine naturelle ou imputables à des erreurs humaines, les spécialistes considèrent que cette mesure, mise en place en réaction au séisme d'El Haouz, consolidera la position du Maroc en tant que leader régional dans la gestion des risques liés aux catastrophes. Nous aborderons ce sujet avec Bob Jensen, expert reconnu en gestion de crise, qui partagera son analyse sur l'impérieuse nécessité à l'échelle mondiale d'adopter des stratégies proactives pour mieux anticiper et gérer ces événements. Sur le plan international, l'attention se porte actuellement sur la région du Golfe avec la visite majeure du président Donald Trump qui a renforcé les liens entre les États-Unis et leurs principaux alliés dans cette région. Nous examinerons les enjeux de cette visite, notamment les questions épineuses qui persistent au Moyen-Orient, de la menace nucléaire iranienne aux accords de normalisation, en passant par les crises toujours actives en Syrie et au Yémen. Nous accueillons sur le plateau Bob Jensen, directeur général de Strat 3, ancien porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sous la présidence de Barack Obama et ancien directeur des affaires étrangères à l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. Il sera accompagné de Matt Duss, vice-président exécutif du Center for International Policy et ancien conseiller du sénateur Bernie Sanders. Comme à l'accoutumée, notre débat s'enrichit des analyses de George Landrit, président de Frontiers of Freedom Institute, centre de recherche fondé par le sénateur américain retraité Malcolm Wallop. Avant d'entamer nos échanges, notre correspondante Shorok Diab va nous faire un point sur les mesures préventives adoptées par le Maroc pour se prémunir contre les catastrophes à venir. Nous vous écoutons, Shorok. Dans une nouvelle phase destinée à consolider la préparation du Royaume du Maroc face aux crises et aux catastrophes, Sa Majesté le roi Mohamed VI a supervisé le lancement des travaux de la plateforme initiale de stockage et de réserve pour la région Rabat-Salé-Kénitra. Cette infrastructure traduit la vision royale visant à renforcer la résilience du pays ainsi que sa capacité d'intervention rapide lors de catastrophes naturelles tels que les séismes, les inondations ou encore les risques industriels, chimiques et radiologiques. Sur hautes instructions royales, ce projet s'étendra à l'ensemble des régions du Royaume via la mise en place de 12 plateformes régionales. Celles-ci seront dotées d'équipements essentiels, notamment des tentes, des couvertures, des denrées alimentaires, des médicaments et du matériel de secours. L'investissement global est estimé à 7 milliards de dirhams répartis entre 2 milliards pour la construction et 5 milliards pour l'acquisition des équipements et fournitures indispensables. Pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, les travaux porteront sur une superficie de 20 hectares avec un budget approchant les 287 millions de dirhams et un délai d'exécution fixé à 12 mois. Le projet comprend 4 vastes entrepôts, 2 centres dédiés aux équipements lourds ainsi qu'un héliport et des espaces de stationnement. Les ressources stockées sur ces plateformes incluront notamment 200 000 tentes, des boulangeries et cuisines mobiles, des réserves d'eau et d'électricité, ainsi que des dispositifs spécifiques pour répondre aux inondations, séismes et risques chimiques.
Une structure sanitaire complète sera également mise en place, comprenant 6 hôpitaux de campagne portables et des centres médicaux avancés, assurant ainsi les premiers soins grâce à un stock permanent de médicaments. La gestion de ces réserves sera assurée par des équipes spécialisées appliquant des normes strictes afin de garantir une efficacité optimale et une réactivité maximale en situation d'urgence. Ce programme stratégique fait suite à une expérience concluante du Maroc dans la gestion des catastrophes sismiques majeures. Il ambitionne de tripler la capacité nationale d'intervention, de promouvoir un système de production locale des équipements nécessaires et par cette initiative innovante de confirmer la place du Maroc en tant que modèle régional dans la gestion des crises sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci Shorouk. Nous entamons notre discussion avec George Landreth. Le séisme d'Al-Haouz a fait près de 3000 victimes et entraîné d'importantes destructions, tant au niveau des habitations que des infrastructures. Les conséquences dramatiques de cette catastrophe sont encore loin d'être résorbées. Toutefois, un projet de cette envergure témoigne de la vision prospective du Royaume du Maroc, guidé par Sa Majesté le Roi, en matière de développement et de résilience. Alors, quelle est votre opinion sur cette avancée majeure ? Comme à l'accoutumée, les actions des dirigeants marocains se distinguent par leur inspiration et leur orientation résolument tournée vers l'avenir. À titre d'exemple, le lancement d'une plateforme stratégique nationale dédiée à la préparation aux situations d'urgence constitue une étape cruciale, symbolisant une transformation profonde, tant pour le royaume que pour son peuple, ainsi que pour la région dans son ensemble. En analysant la vision prospective du leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on perçoit clairement que cette initiative traduit un engagement sincère envers la sécurité, la dignité et le bien-être des citoyens. À mon sens, cette démarche revêt une importance capitale car elle incarne l'aspiration légitime d'une nation désireuse d'assurer la prospérité, le bonheur et la protection de son peuple. Les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI démontrent son engagement indéfectible dans cette voie qui constitue son objectif ultime. Cette plateforme mettra en place une infrastructure unifiée, transparente et proactive, garantissant qu'en cas d'urgence future, les ressources essentielles telles que l'alimentation, l'énergie, les médicaments et autres biens vitaux seront accessibles. Au-delà du simple stockage, cette initiative englobe une dimension beaucoup plus vaste. L'examen attentif de son plan révèle un renforcement significatif de la préparation interne, ainsi qu'une approche pragmatique assurant que les populations ne soient pas victimes de pénuries. L'expérience mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a illustré les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement exposant des failles majeures. Cependant, concrètement à d'autres, les dirigeants marocains n'ont pas limité leur analyse à un constat passif. Ils ont manifesté la volonté ferme d'éviter la répétition de telles crises. Ce pragmatisme reflète une profonde sollicitude envers la population et atteste de la capacité du pays à affronter et surmonter des circonstances imprévues, souvent hors de contrôle. Je suis convaincu que le Maroc met tout en œuvre pour limiter au maximum les incidents, tout en veillant à une préparation rigoureuse. Cette stratégie n'est pas seulement bénéfique pour le Maroc et ses citoyens, elle constitue également un exemple à suivre pour les pays de la région. Cette réalité se manifeste notamment à travers les nombreuses initiatives de politique étrangère du royaume. Le monde reconnaît désormais le Maroc comme une nation productive et visionnaire, engagée dans des réalisations durables. Bob Jensen, soyez le bienvenu. En tant qu'expert reconnu en gestion des risques et en atténuation de leur impact, vous êtes bien conscient que la durée de conservation des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques est intrinsèquement limitée. Alors pourriez-vous nous expliquer quelles stratégies permettent de relever ce défi, ainsi que les modalités de gestion et de distribution géographique de ces produits, afin d'en garantir une livraison rapide et efficace aux bénéficiaires concernés? Well, one thing that I noticed about this plan was that they're going to place
J'ai observé un aspect fondamental dans ce plan. Il prévoit l'implantation de centres de distribution dans toutes les grandes régions du royaume, une mesure particulièrement judicieuse. En effet, plus les moyens de secours, qu'il s'agisse de denrées alimentaires, de médicaments ou de générateurs électriques, sont proches des lieux d'intervention, plus leur acheminement s'en trouve accéléré, permettant ainsi de répondre promptement aux besoins d'assistance et d'optimiser l'efficacité des opérations de secours. Concernant la durée de conservation des aliments et des produits pharmaceutiques, il apparaît essentiel que les demandes d'achat soient assorties d'accords explicites, voire de clauses contractuelles précises, garantissant une pérennité suffisante des matériaux de secours. Les fournisseurs doivent s'engager à fournir des produits dont la date de péremption est éloignée, afin d'assurer leur disponibilité au moment opportun. Par ailleurs, de nombreux médicaments nécessitent des conditions strictes de conservation, notamment en termes de température et d'humidité, qui doivent être rigoureusement prises en compte lors de la planification des sites de stockage. Il est également impératif de maîtriser la diversité des matériaux de secours requis, par exemple la présence de lait maternisé pour nourrissons ou d'équipements adaptés aux personnes à besoins spécifiques doit être systématiquement intégrée dans les réserves. Une des meilleures pratiques reconnues à l'échelle internationale consiste à recourir aux technologies modernes pour assurer la traçabilité des stocks. La gestion porte sur des centaines de milliers d'articles différents, rendant indispensable la surveillance continue des quantités disponibles, des dates d'expiration et des besoins de réapprovisionnement. L'usage de codes numériques individuels ou encore de la technologie RFID, Radio Frequency Identification, permet d'identifier et de suivre chaque produit sans contact direct, facilitant ainsi la gestion et le contrôle en temps réel. De nombreux systèmes informatiques spécialisés existent à cet effet. Par ailleurs, il est crucial d'instaurer des cycles d'achat différenciés. En effet, il serait contre-productif d'acquérir simultanément l'ensemble des matériels de secours, car leur péremption coïnciderait, ce qui entraînerait une indisponibilité simultanée. La diversification des cycles permet au contraire de garantir une disponibilité permanente de stocks utilisables. Le défi majeur reste néanmoins la distribution effective des secours en situation de catastrophe majeure. Par exemple, en cas de séisme violent, il peut s'avérer extrêmement difficile d'acheminer rapidement les fournitures vers les zones sinistrées. C'est pourquoi une planification locale approfondie est indispensable, avec une coordination étroite entre les services d'ambulance, les autorités locales et les autres acteurs concernés, afin d'optimiser la logistique et l'efficacité des interventions. Ces plateformes logistiques constituent un atout considérable lors d'événements d'envergure nécessitant une aide internationale. Effectivement, à ce propos, qu'advient-il de ces denrées lorsqu'elles arrivent en fin de validité? Est-il envisageable de les redistribuer? Comment ces produits périssables sont-ils gérés afin d'être distribués aux personnes dans le besoin avant la date limite de consommation? Plusieurs modalités sont envisageables pour gérer ces situations. Parmi les pratiques couramment adoptées par de nombreux pays figure la collecte des matériaux dont la date de péremption est proche, généralement dans un délai de 4 à 6 mois, afin de les redistribuer à des ONG, des organisations humanitaires, voire, selon leur nature, à des établissements scolaires. Par ailleurs, un large éventail de fournitures peut être mis à disposition pour soutenir les organisations humanitaires internationales qui manifestent un besoin constant de ce type de matériel. Ainsi, diverses stratégies sont mises en œuvre pour assurer une gestion efficiente de ces ressources. On poursuit avec vous, Bob. De quelle manière les acteurs locaux peuvent-ils contribuer à l'appui de telles initiatives? Aux États-Unis, par exemple, la coopération s'appuie sur des organismes tels que la Croix-Rouge, ainsi que sur diverses plateformes impliquant le secteur privé, les universités et d'autres entités, afin de collaborer étroitement avec les autorités gouvernementales en situation de catastrophe. Lorsqu'un ouragan est prévu aux États-Unis avec un délai de 7 à 8 jours, les magasins spécialisés approvisionnent rapidement aux panneaux de bois renforcés et autres matériaux nécessaires à la protection des habitations, contribuant ainsi à la préparation des besoins des citoyens. Par ailleurs, le secteur privé, notamment les entreprises manufacturières, peut conclure des accords avec le gouvernement afin d'accroître la production de produits essentiels tels que des plats préparés à longue conservation en cas de catastrophe, comme l'a démontré l'Agence fédérale américaine de gestion des situations d'urgence, l'AFEMA.
Ces entreprises disposent de la capacité d'adapter rapidement leur volume de production pour répondre efficacement à la demande. En outre, le secteur privé joue un rôle crucial dans la logistique en mettant à disposition de vastes espaces, notamment des parkings, pour établir des centres de distribution locaux. Des partenariats avec de grandes compagnies maritimes sont également noués afin de faciliter le transport et l'acheminement des fournitures de secours. Merci Bob. Revenons à présent à George. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, on constate une diminution de l'aide internationale en période de crise, accompagnée d'une restructuration et d'une réorganisation d'agences telles que l'USAID. Cette évolution incite les États qui bénéficiaient de ces aides à s'organiser. Alors, quelles en sont les implications pour des pays comme le Maroc? Comment le Royaume peut-il améliorer sa préparation face aux catastrophes à venir? J'espère que l'engagement des États-Unis en matière d'aide internationale demeurera solide, bien que je considère qu'une part significative de cette aide soit parfois inefficacement utilisée. L'idée même de soutenir d'autres nations en période de difficulté ne saurait être qualifiée de gaspillage. Je tiens à souligner que cette initiative illustre de manière exemplaire le leadership proactif et éclairé de Sa Majesté le roi Mohammed VI. En effet, Sa Majesté ainsi que le gouvernement marocain ne se contentent pas de réagir aux crises, mais les anticipent, s'y préparent et élaborent des solutions pérennes afin de préserver la sécurité et le bien-être du peuple marocain. Cette démarche progressive et remarquable témoigne d'une attention soutenue portée à la population. Il ne s'agit pas seulement d'une organisation logistique, mais également d'un leadership moral fort, envoyant un message clair à la nation. La vie, la santé et la dignité de chaque citoyen constituent une priorité absolue. Cette assurance est d'autant plus précieuse qu'à l'échelle mondiale, de nombreux gouvernements semblent parfois faire preuve d'indifférence envers leur peuple, comme c'est notamment le cas en Iran ou en Chine. Il est fondamental que les autorités se préoccupent sincèrement de leur population, ce que le Maroc démontre avec éclat. L'évaluation des actions entreprises par le Royaume est donc très positive et constitue un excellent exemple de leadership, concept que nous avons déjà évoqué dans les épisodes précédents de notre émission. Bob Jensen, vous avez animé des conférences, contribué à des initiatives de préparation aux catastrophes auprès de nombreuses organisations internationales à travers le monde. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont l'initiative marocaine se positionne par rapport au modèle comparable de gestion des catastrophes déployé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis? This is the global best practice to create these regional centers in which La meilleure pratique à l'échelle internationale consiste à mettre en place des centres régionaux dédiés au stockage des matériels essentiels. Il est particulièrement remarquable que le Royaume du Maroc adopte cette approche, largement comparable aux dispositifs en vigueur dans plusieurs pays européens. Par exemple, l'Union européenne s'appuie sur un système nommé EU Rescue, un réseau de stocks de secours répartis dans plusieurs États membres, contenant des équipements similaires indispensables en cas de catastrophe, afin de garantir une réponse rapide et coordonnée. Ces centres implantés dans 4 ou 5 pays européens permettent à toute nation membre affectée par une crise de bénéficier de ces ressources mutualisées. FEMA runs some of the largest warehouses in the entire United States. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, la FEMA, administre certains des plus importants stocks nationaux de fournitures de secours, rassemblant d'importantes quantités de matériel. Lorsqu'une catastrophe imminente telle qu'un ouragan ou un phénomène météorologique violent est anticipé, cette agence évalue promptement les besoins en fournitures et organise leur acheminement vers des sites stratégiques prédéfinis comme de vastes parkings de supermarchés ou des bases militaires. Cette organisation permet d'être pleinement préparée à la survenue d'un sinistre. À ma connaissance, peu de pays du Moyen-Orient disposent actuellement de telles infrastructures ou pratiques de gestion préventive.
Bien, merci Bob. Accueillons à présent notre invité Matt Doss qui participe pour la première fois à cette émission. Matt, nous vous remercions de votre présence parmi nous. Nous reviendrons plus tard avec vous sur la récente visite de Donald Trump dans le Golfe, mais avant, pourriez-vous nous expliquer en quoi le changement climatique, conjugué à l'augmentation de la densité démographique dans les zones vulnérables, complexifie la préparation des gouvernements face aux catastrophes? Par exemple, l'an passé en Californie, un incendie de forêt d'une ampleur exceptionnelle, attribué en partie au réchauffement climatique, a ravagé tout l'État, mettant en lumière une préparation insuffisante des autorités locales à un tel événement. De même, les inondations dévastatrices en Asie ont révélé des vulnérabilités comparables. Alors selon vous, quelles mesures les gouvernements pourraient-ils adopter pour améliorer leur capacité à anticiper et gérer de telles catastrophes? Merci pour votre invitation. À mon sens, la problématique du changement climatique requiert un leadership politique audacieux et résolu, sans quoi il sera impossible d'y apporter une réponse efficace. Malheureusement, certains responsables américains continuent de remettre en cause les fondements scientifiques de ce phénomène, en dépit d'un consensus scientifique largement établi. Comme l'ont démontré les événements récents, tant en Californie que lors des crises climatiques à travers le monde, le changement climatique engendre des inondations et des incendies de grande ampleur dont les conséquences dépassent les territoires directement affectés, s'étendant à des échelles régionales, voire globales. À titre d'exemple, il y a une quinzaine d'années, une sévère sécheresse en Syrie a provoqué une migration massive des populations rurales vers les centres urbains, contribuant indirectement à l'émergence d'un soulèvement populaire contre le régime Assad. Ce conflit, à son tour, engendrait un afflux important de migrants syriens en Europe, avec des répercussions politiques notables, tant en Europe qu'aux États-Unis. Cet exemple illustre parfaitement que les effets du changement climatique ne se cantonnent pas à des problématiques locales, mais engagent une dimension mondiale qu'il convient impérativement de prendre en considération. Comprendre cette portée est essentiel, car ces enjeux ne sauraient demeurer confinés à leur origine géographique. Tout à fait. Bob Jensen, pour poursuivre sur les propos de Matt, pourriez-vous nous préciser quels sont, selon vous, les principaux défis logistiques auxquels les États sont confrontés dans de telles circonstances? Matt a notamment évoqué la Syrie et les crises qu'elle traverse, en particulier les problématiques liées aux migrations et déplacements des populations. Cela étant, pour un pays comme le Maroc, caractérisé par une diversité géographique marquée, qui comprend des zones côtières comme des régions intérieures fréquemment affectées par des pénuries d'eau, comment évaluez-vous la capacité du Royaume à gérer ces défis complexes? Well, I just got to say that Morocco has a lot of natural hazards. You've mentioned some of them. Il convient de souligner que le Maroc fait face à une multitude de risques naturels, parmi lesquels figurent les tremblements de terre, les incendies, la désertification ainsi que l'érosion côtière. L'impact de chacune de ces catastrophes sur les populations locales varie donc en fonction des zones géographiques concernées. L'un des principaux défis logistiques réside dans la détermination des volumes de matériel à stocker dans chaque région, en tenant compte notamment de la densité démographique locale. À la lecture de la stratégie marocaine, il apparaît que les centres de distribution des zones les moins peuplées sont plus modestes comparativement à ceux situés dans des régions à forte population. Par ailleurs, il est indispensable de maintenir une vigilance constante quant aux ressources disponibles, à leur date d'expiration et aux actions correctives à entreprendre. Il est également crucial d'assurer une communication permanente avec les bénéficiaires potentiels, qu'il s'agisse des administrations municipales locales ou d'organisations caritatives, qu'elles soient confessionnelles ou laïques. À titre d'exemple, lors de la catastrophe survenue il y a 2 ans en Turquie avec la succession de séismes dévastateurs, de nombreuses personnes ont été déplacées depuis les zones les plus affectées vers des régions moins touchées. Or, les autorités turques n'avaient pas anticipé cette dynamique et ne disposaient pas de plan adéquat pour gérer cet afflux massif. Dans ce contexte, il serait judicieux que le Maroc envisage des scénarios similaires, notamment en cas de séisme majeur, en identifiant les zones vers lesquelles la population pourrait être déplacée, souvent des secteurs à faible densité démographique. Il conviendrait alors de prévoir des dispositifs garantissant l'acheminement rapide de stocks suffisants de matériel de secours vers ces zones de réinstallation.
Parmi les autres défis figure la problématique du transport. Le gouvernement ne pourra y faire face seul. Il est alors impératif d'instaurer des partenariats solides avec le secteur privé afin d'assurer la capacité de mobiliser et de transporter rapidement d'importants volumes de fournitures vers les zones sinistrées. Bob Jensen, il apparaît évident que cette initiative pourrait générer des bénéfices économiques et géopolitiques durables pour le Royaume du Maroc, en contribuant à renforcer sa position économique, financière et diplomatique. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour accroître son rôle et son influence tant au sein des communautés rurales, africaines qu'à l'échelle internationale. Quelle est votre évaluation à ce sujet? Permettez-moi tout d'abord d'évoquer les avantages économiques. Plus tôt, les mesures de réponse seront mises en œuvre et les effets de la catastrophe surmontés, plus rapide sera la relance économique, ce qui constitue toujours une dynamique positive. C'est précisément l'approche que nous privilégions aux États-Unis, intervenir promptement afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais. Par ailleurs, sur le plan géopolitique, le Maroc peut s'appuyer sur son soft power et son influence diplomatique pour atteindre plusieurs objectifs. Premièrement, le Royaume pourrait devenir un hub stratégique pour le déploiement d'aide internationale destinée aux pays de la région du Sahel ou d'Afrique confrontés à des catastrophes majeures. Deuxièmement, il pourrait organiser des programmes de formation destinés aux acteurs de différents pays africains engagés dans les opérations de secours, ce qui constituerait une expression concrète du soft power marocain. Dans la seconde partie de cet épisode, nous procédons à une analyse approfondie de la visite du président Trump dans le Golfe Persique, en mettant en lumière les enjeux économiques, politiques et stratégiques. Nous vous en présentons une courte pause, alors restez bien avec nous. Please stay with us. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Dans cette partie, notre attention se porte sur la région du Golfe Persique, où la visite du président Donald Trump véhicule un message à la fois clair et riche d'enseignements. Les États-Unis réaffirment leur engagement indéfectible envers leurs partenaires stratégiques avec leurs alliés du Golfe. Cette visite intervient à un moment crucial alors que des puissances mondiales telles que la Chine et la Russie poursuivent l'expansion de leur influence économique et militaire dans la région. Néanmoins, la présence du président Trump dans le Golfe confirme que ces dynamiques externes ne sauraient compromettre les liens solides qui unissent Washington à ses partenaires de Riyad, d'Abu Dhabi et d'autres capitales régionales. Le choix de l'Arabie saoudite comme première étape de sa tournée officielle dans la région durant son mandat actuel n'est en aucun cas fortuit. Le symbolisme et la portée de cette décision sont puissants, traduisant clairement la volonté de Washington de consolider la sécurité, ainsi que la coopération économique avec les pays pétroliers confrontés à de multiples défis. Alors pour cette seconde partie, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table nos invités Bob Jensen, Matt Duss et notre contributeur George Landrit. Alors avant d'entamer notre discussion, je vous propose de visionner ce reportage consacré à la visite du président Trump dans la région du Golfe. La visite du président américain Donald Trump dans la région du Golfe constituait sa première tournée internationale depuis son retour à la Maison-Blanche. Cette démarche illustre l'importance accordée par l'administration américaine au renforcement des relations économiques et stratégiques avec les États du Golfe au Moyen-Orient. En Arabie saoudite, le président Trump a annoncé un engagement sans précédent, historique, d'un montant total de 600 milliards de dollars, comprenant un contrat d'armement de 142 milliards de dollars, le plus important jamais conclu dans le cadre de la coopération américaine en matière de défense. Ces accords englobent les secteurs de la défense, de l'énergie et des infrastructures, avec une valeur globale susceptible de dépasser 1000 milliards de dollars. Au Qatar, un contrat majeur d'une valeur de 200 milliards de dollars a été signé pour l'acquisition de 160 avions Boeing, consolidant ainsi le partenariat économique bilatéral. La visite a également été marquée par une rencontre historique avec le président syrien Ahmed al-Shara, suggérant un possible ajustement de la politique étrangère américaine vis-à-vis de la Syrie.
Enfin, aux Émirats arabes unis, la présence du président Trump a eu des répercussions stratégiques et économiques significatives, particulièrement dans le contexte des défis régionaux actuels et des évolutions géopolitiques. D'importants engagements d'investissement ont été annoncés pour la prochaine décennie, ciblant notamment les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'énergie, des infrastructures et des technologies de pointe, accompagnés d'une attention renforcée portée aux questions de défense. Commençons par vous, Matt Doss. Traditionnellement, les présidents américains privilégient le Canada ou le Mexique pour leur première visite à l'étranger. Toutefois, pour son second mandat, le président Trump a dérogé à cette coutume en choisissant de se rendre dans la région du Golfe. Certains présidents, comme Roosevelt, s'étaient rendus au Panama, tandis que le président Calvin Coolidge, dans les années 1920, avait opté pour Cuba. Alors, selon vous, ces choix répondent-ils aux préoccupations croissantes pour le Golfe liées à un possible déplacement des priorités stratégiques de Washington vers d'autres zones, notamment l'Europe? Je considère que le choix du président Trump de privilégier la région du Golfe pour sa première visite à l'étranger lors de son second mandat contribue à dissiper certaines inquiétudes, témoignant clairement de la priorité qu'il accorde aux relations entre l'Amérique et cette région, ainsi qu'à ses liens personnels avec ses acteurs clés. Il convient toutefois de prendre en compte les intérêts personnels de M. Trump et ceux de son empire commercial. En effet, on observe que ses deux fils se sont récemment rendus dans la région où ils ont conclu plusieurs accords commerciaux. Ainsi, bien que les États-Unis développent des intérêts croissants dans la région Indo-Pacifique et en Europe, je suis convaincu que la décision de M. Trump de faire du Golfe le premier arrêt de sa tournée internationale a été favorablement accueillie par plusieurs dirigeants régionaux. George, en quoi cette visite remet-elle en question l'influence croissante de la Chine, particulièrement dans le contexte de la guerre commerciale et des droits de douane toujours en vigueur entre les deux puissances? Par ailleurs, quel lien établissez-vous avec les tensions actuelles avec la Russie, les défis liés au conflit en Ukraine, ainsi que les efforts déployés pour instaurer un cessez-le-feu dans cette région? Il serait également pertinent de ne pas omettre la tentative de la Chine l'année dernière de se positionner en médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite, initiative à laquelle l'administration Biden n'a pas apporté de réponse claire. Alors, quelles sont selon vous les conséquences de cette visite? Je considère que ce message est à la fois très clair et particulièrement opportun. Donald Trump entend garantir que les États-Unis ne se retirent pas de la région du Golfe et qu'ils renforcent leurs relations avec leurs alliés présents sur place. Cela revêt une importance capitale car, comme je l'ai souligné, la Russie et la Chine ont à plusieurs reprises cherché à étendre leur influence dans cette région stratégique. La distinction majeure réside dans le fait que, pour la Russie et la Chine, la relation avec leurs alliés s'apparente souvent à un mécanisme de contrôle, de manipulation, voire d'ajustissement progressif. En revanche, l'approche américaine vise à préserver l'indépendance de ses partenaires. Nous ne cherchons pas à faire d'eux des États vassaux, mais au contraire à assurer leur sécurité et leur prospérité. Notre objectif est de collaborer étroitement avec eux et de les soutenir dans cette voie. Je me souviens, lors de mes voyages à travers le monde, que de nombreux interlocuteurs m'ont confié que, durant la guerre froide, leur gouvernement était davantage redevable à l'Union soviétique, alors qu'aujourd'hui, ils se tournent plutôt vers l'Occident, soulignant que leur qualité de vie s'en est trouvée notablement améliorée. Matt, poursuivons sur les propos de George. Le choix de l'Arabie saoudite comme première étape de cette tournée revêt manifestement un message significatif. Le Royaume cherche à s'affirmer comme une grande puissance régionale, à diversifier son économie au-delà du secteur pétrolier et s'engage même dans des domaines tels que les sports américains, notamment à travers l'organisation de tournois de golf. Au regard de ces éléments, estimez-vous que le président Trump s'efforce véritablement d'aider l'Arabie saoudite à atteindre ce niveau d'influence internationale? Pensez-vous que cette démarche soit conforme aux intérêts des États-Unis ainsi qu'à ceux de la région? Quelle est votre appréciation sur ce sujet?
Tout d'abord, il convient de reconnaître que la Chine et la Russie, et plus particulièrement la Chine, développent des relations croissantes dans la région, tendance qui se poursuit avec constance. Toutefois, à mon sens, la Chine ne cherche pas à se positionner en tant qu'alternative aux États-Unis dans le rôle de gérant de la sécurité régionale. Son intérêt principal demeure centré sur les accords commerciaux. L'Arabie saoudite et d'autres pays ont clairement exprimé leur préférence pour que les États-Unis demeurent des partenaires majeurs en matière de sécurité, tout en poursuivant particulièrement leurs relations économiques avec la Chine, forte de sa puissante économie. En revenant sur les événements récents, on observe que la Chine a joué un rôle de médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran, démarche qu'il convient de bien appréhender. La plupart de ces initiatives ont été engagées avant même que la Chine ne soit invitée à la cérémonie de signature de l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Selon moi, il s'agissait d'une manœuvre habile du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, destinée à envoyer un message clair aux États-Unis sous l'administration Biden. Si l'Amérique ne poursuit pas son engagement, nous avons d'autres options. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits, puisque l'administration Biden a intensifié ses efforts pour renforcer ses relations avec l'Arabie saoudite, même si ce renforcement n'a pas atteint le niveau souhaité par certains. Aujourd'hui, je pense que pour le président Trump, l'essentiel réside dans les accords économiques qui constituent le cœur de son attention. Il a à plusieurs reprises affirmé qu'il souhaitait éviter l'implication des États-Unis dans des conflits étrangers. Comme je l'ai déjà mentionné, le choix de l'Arabie saoudite et de la région du Golfe pour la première visite à l'étranger de Trump illustre clairement son implication profonde dans cette zone. Bob Jensen, vous avez collaboré avec plusieurs administrations américaines, notamment celle du président Bush, du président Obama, ainsi qu'avec d'autres dirigeants précédents. Fort de cette expérience et de votre suivi attentif des politiques menées par ces différentes administrations à l'égard de la région, pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont les responsables du Golfe perçoivent la position des États-Unis sous l'administration Trump et son approche actuelle vis-à-vis de cette région? Je pense que l'ensemble des dirigeants du Golfe a accueilli favorablement les messages émanant de la Maison-Blanche sous l'administration Trump, particulièrement en raison de son focalisation sur des initiatives commerciales alignées avec la vision 2030 de l'Arabie saoudite. Ce soutien s'est notamment traduit par la poursuite de la fourniture d'équipements militaires et d'armements américains sans conditions préalables telles que des exigences en matière de droits de l'homme. L'approche de Trump, qui fait preuve d'une grande retenue quant aux questions internes des États partenaires, a été particulièrement appréciée par ces pays. Il est aisé de discerner les objectifs de Trump, qui ne cherche pas à promouvoir l'établissement de gouvernements démocratiques à travers le monde, contrairement à ce qu'avait tenté le président George W. Bush. Néanmoins, cette visite illustre sa volonté claire de continuer à soutenir ces nations, envoyant ainsi un message explicite au principe rival régional des États du Golfe, à savoir l'Iran. Parfait, merci Bob. Avant de poursuivre notre discussion, je vous propose une revue de presse pour examiner les articles et reportages les plus significatifs publiés par les médias américains au sujet de cette visite du président Trump dans la région du Golfe. La visite du président Donald Trump dans la région du Golfe a bénéficié d'une couverture médiatique extensive aux États-Unis, oscillant entre critiques et soutien. Certaines voix ont dénoncé l'acceptation par le président d'un avion Boeing offert par le Qatar, tandis que d'autres ont salué ses efforts lors de cette première tournée officielle à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche. Ainsi, le Washington Post a souligné que la levée des sanctions contre la Syrie, annoncée par Trump, constitue une opportunité de succès pour ce pays, notamment lors de son forum d'investissement à Riyad. De son côté, le New York Times a rapporté la conclusion d'un accord historique entre le Qatar et Boeing. Le Qatar s'est engagé à acquérir jusqu'à 210 avions pour une valeur de 96 milliards de dollars, soit le plus important contrat de la firme pour des avions gros porteurs. Par ailleurs, Reuters a mis en lumière les accords majeurs signés dans le domaine de l'intelligence artificielle par des entreprises technologiques américaines implantées dans le Golfe, telles que Nvidia et AMD, soutenues par des investissements d'une valeur globale de 600 milliards de dollars durant la visite du président Trump.
Cette information a été confirmée par le Financial Times, qui a également insisté sur l'importance de l'accord entre le Qatar et Boeing, renforçant ainsi les liens économiques entre les États-Unis et le Qatar. Matt Duss, le journal israélien Israel Hayom, a récemment rapporté que le président Trump aurait évité le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en raison de divergences sur sa politique au Moyen-Orient, suggérant une certaine détérioration des relations entre les deux hommes. En outre, le refus de Donald Trump d'envisager une attaque préventive contre l'Iran, ses efforts pour négocier directement avec ce pays, ainsi que ses démarches auprès du Hamas pour faire libérer les otages américains détenus à Gaza sont autant d'éléments marquants. On note également qu'il a délibérément ignoré une visite à Tel Aviv, préférant se rendre dans 3 pays arabes. Selon vous, cela traduit-il effectivement une divergence profonde de vue entre Trump et Netanyahou quant à la gestion des enjeux au Moyen-Orient ? Je suis convaincu qu'une telle divergence existe bel et bien, et permettez-moi de la replacer dans son contexte. Il me semble que cela reflète la perception de Trump selon laquelle Netanyahou n'agissait pas toujours avec bienveillance, ses priorités principales, voire exclusives, étant centrées sur lui-même, notamment en ce qui concerne le conflit à Gaza. Nous avons observé que l'administration Biden a tenté à plusieurs reprises d'instaurer un cessez-le-feu susceptible de conduire à la libération des otages et à l'acheminement de l'aide humanitaire, mais ces efforts ont été systématiquement entravés par Netanyahou, ce qui constitue, à mon sens, une décision particulièrement regrettable. Il paraît clair que Trump a compris que dans ses rapports avec Netanyahou, il lui fallait s'appuyer sur ses propres analyses et veiller prioritairement aux intérêts américains. Il est clair que les États-Unis et Israël partagent encore de nombreux objectifs stratégiques, mais concernant la personnalité de Netanyahou, nous sommes en présence d'une réalité différente. Netanyahou semble considérer la poursuite de la guerre à Gaza comme un levier essentiel à sa survie politique et au maintien de son alliance politique, faisant de ce conflit sa priorité absolue. Nous avons également constaté certaines initiatives de l'administration Trump, telles que l'ouverture d'un dialogue public avec le Hamas, une première dans la politique américaine, ainsi que la conclusion d'un accord visant à suspendre des frappes américaines contre les Houthis au Yémen en échange de l'arrêt de leurs attaques contre des navires américains sans la participation d'Israël à ce pacte. Par ailleurs, Trump a manifesté son intention de négocier directement avec l'Iran, notamment lors de sa rencontre avec Netanyahou à la Maison-Blanche, ce qui a visiblement suscité le mécontentement de ce dernier. Je pense que Trump a voulu ainsi signifier à Netanyahou que les États-Unis poursuivent leurs propres intérêts souverains et que l'Amérique n'hésitera pas à poursuivre sa propre voie. Bob Jensen, le président Trump est perçu comme un dirigeant pragmatique, axé sur la négociation d'accords et la recherche de gains immédiats, tandis que le premier ministre Netanyahou est reconnu pour son leadership idéologique. Pourrions-nous approfondir cette distinction de style, d'approche et les défis que cela engendre dans leurs relations ? Concernant le premier point, lorsqu'il s'agit du différend entre Trump et Netanyahou, l'un des objectifs majeurs poursuivis par Trump est d'encourager l'Arabie Saoudite à normaliser ses relations avec Israël ainsi qu'avec les autres États du Golfe en s'appuyant sur les efforts liés aux accords d'Abraham. Ces accords ont d'ores et déjà produit des résultats significatifs pour l'ensemble des pays signataires, Israël inclus. Cependant, certains désaccords persistent, notamment sur des questions telles que la poursuite des opérations saoudiennes au Yémen et le conflit opposant Riyad aux Houthis. Dans ce contexte, il est notable que les États-Unis ont conclu un accord direct avec les Houthis visant à mettre un terme aux hostilités, particulièrement dans les zones affectant le transport maritime, ce qui constitue un geste positif. Cette initiative vise à protéger les voies maritimes qui sont devenues particulièrement coûteuses à sécuriser après que plusieurs compagnies maritimes ont cessé de faire transiter leurs navires par la mer Rouge via le canal de Suez. Quant aux activités iraniennes dans le Golfe, elles ont considérablement diminué. L'Iran a en effet perdu une part importante de son arsenal en Syrie ainsi que son influence via le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Comme l'a souligné le président Trump, l'Iran ne détient plus le contrôle exclusif des leviers stratégiques dans la région.
Georges, un dénominateur commun évident relie les 3 pays visités par le président Trump, la conclusion d'accords d'armement et le renforcement des coopérations militaires et économiques existantes. Selon vous, comment ce renouveau du dialogue stratégique entre les États-Unis et les États du Golfe s'est-il concrétisé dans l'agenda de Trump, notamment en ce qui concerne la fourniture d'avions de combat, d'armement et de systèmes militaires? En quoi ces accords ont-ils servi les objectifs globaux de cette visite? Les ventes d'armes et la coopération militaire constituent des piliers essentiels pour renouveler et renforcer les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe. Je considère cela comme fondamental. À titre d'exemple, les exercices militaires conjoints tels que Africa Lion entre le Maroc et les États-Unis illustrent que ces partenariats dépassent la simple dimension des armements. Il englobe l'interopérabilité, la capacité opérationnelle conjointe, ainsi que des domaines clés tels que le renseignement. L'ensemble de ces initiatives vise à consolider la sécurité de nos alliés et partenaires. Il ne s'agit donc pas uniquement d'enjeux économiques, mais bien de la pierre angulaire d'une confiance mutuelle et d'une compatibilité stratégique. Ce partenariat repose sur des intérêts opérationnels et sécuritaires communs entre l'Amérique et ses alliés dans la région du Golfe. Comme vous le savez, un Golfe stable et fort est bénéfique non seulement pour ses États membres, mais également pour la communauté internationale dans son ensemble, car cette région occupe une place stratégique majeure dans le monde. La région ne saurait être perçue comme un espace isolé que l'on peut négliger. C'est pourquoi le renforcement des liens en matière de défense, la formation conjointe et la création de cadres sécuritaires intégrés avec ses partenaires garantiront leur capacité à dissuader et à contrer toute forme d'agression, en particulier face à l'Iran. Nous voici arrivés au terme de cet épisode de votre émission depuis Washington. Nous espérons qu'il vous a été agréable et enrichissant. Nous vous invitons à soutenir notre programme en nous suivant sur les différentes plateformes de Médias TV, sur les réseaux sociaux. Je remercie nos invités Bob Jensen, Matt Duss, notre chroniqueur Georges Lindrit, ainsi que notre correspondante Sholok Jab. Nos remerciements s'adressent également à l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.